Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui on regarde ensemble Paladin du Royaume de l'Ouest. Nous allons regarder ensemble les règles complètes du jeu. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, mais aujourd'hui on se concentre sur le mode de jeu en multijoueur. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Pour ce qui est de la mise en place, on doit tout d'abord préparer le plateau central. On commence par la partie de gauche qui est présentement visible. Tout d'abord, on doit disposer des cartes habitants ou citoyens dans chacun des emplacements dans le haut de la partie de ce plateau. On doit ensuite préparer, mélanger le paquet de cartes construction, qui sont des cartes forteresses qu'il sera possible de construire. On doit bien brasser le paquet de cartes taverne et en disposer sur la table un nombre égalant au nombre de joueurs plus 1. Donc présentement, on est en train de préparer une partie à 2 joueurs. J'ai donc dévoilé 2 cartes plus 1. Sur chacune de ces cartes sont illustrés les différents ouvriers qu'il pourra être possible de recruter temporairement pour une manche complète. Donc, toujours 4 ouvriers, mais les couleurs sont bien importantes de noter. Alors, ce que je vous indique pour l'instant, c'est que les 4 couleurs du centre, soit les ouvriers vert, noir, bleu et rouge, ont chacun une spécialité. Les ouvriers blancs sont de simples paysans qui sont beaucoup moins utiles que les autres. Et finalement, les ouvriers violets juste ici sont des criminels et eux sont très utiles puisqu'ils peuvent se faire passer pour n'importe qui. Ils peuvent être utilisés comme joker. Finalement, au centre du plateau, dans la partie de gauche, toujours, nous allons disposer certaines cartes avec des sceaux de différentes couleurs. 3 cartes avec des sceaux rouges qui sont les ordres du roi, alors des objectifs de fin de partie. Et finalement, 5 cartes faveur du roi qui seront des opportunités qui vont s'ouvrir pour les joueurs, des nouveaux emplacements pour venir placer leurs ouvriers et effectuer les actions correspondantes. Par contre, vous devez savoir que ces cartes ne seront pas dévoilées avant d'avoir atteint un nombre de manches bien précis. Alors au début de la partie, on est à la première manche, on dévoile la première carte. Lors de la deuxième manche, on dévoilera celle-ci. À la troisième manche, nous allons dévoiler ces deux-là. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, soit à la fin de la 7e manche. On continue la mise en place avec la partie droite du plateau central, donc qui vient s'ajouter à la partie que je viens de vous expliquer. Nous allons placer ici un nombre de pièces dans la réserve de taxes. Selon le petit aide-mémoire juste ici, dans une partie à 2 joueurs, on y dépose 5 pièces. C'est donc notre réserve de taxes. Nous allons également disposer des cartes dettes qui sont toutes identiques, mais qui ont un recto et un verso. On va donc les placer de ce côté dans l'emplacement correspondant. Nous allons placer par la suite le paquet de cartes suspicion qui a bien été mélangé juste ici. Nous allons disposer dans la rangée du bas différentes cartes étrangers à partir du paquet correspondant dans chacun de ces emplacements. Et maintenant, on est prêt pour la mise en place personnelle de chaque joueur. Chaque joueur récupère un plateau individuel qui est quand même assez gros, là, qui prend plus de place que le plateau central que je viens de vous montrer. Et nous aurons certains éléments de jeu à y placer directement dessus. Entre autres, 8 maisonnettes juste ici qui vont recouvrir certains emplacements qui pourront servir en cours de partie. Également 7 marqueurs prêtres que nous allons placer dans les emplacements correspondants. 7 avant-postes juste ici. Des petits jetons, dans ce cas-ci, 7 jetons jarres ou vases que nous allons venir apposer dans les emplacements correspondants en ordre croissant. Et c'est normal, oui, s'il manque des chiffres, il n'y a pas le 2, le 4, le 6. Alors tous les joueurs vont récupérer des vases avec les mêmes valeurs et les placer en ordre croissant. Les joueurs vont également commencer la partie avec 3 pièces d'argent et un petit sac de provisions. Et les joueurs vont commencer avec 3 emblèmes qui représentent chacun des aspects différents qu'ils pourront développer en cours de partie. Et ces emblèmes vont être placés sur la case 0 de leur plateau personnel. Les joueurs vont ensuite récupérer
un paquet de cartes paladins qui se différencie de l'arrière-plan des cartes. Alors je vous le précise parce que c'est un élément qui m'a pris quand même plusieurs minutes avant de savoir comment on pouvait différencier les paquets de chacun des joueurs. Donc l'endos est identique, les personnages le sont aussi, mais c'est l'arrière-plan derrière ceux-ci qui va changer et qui déterminera quel est le paquet d'un joueur. Donc dans ce paquet, il y a 12 cartes paladins, les mêmes cartes que pour tous les autres joueurs. Après l'avoir mélangé, on pourra le mettre de côté et par la suite, nous allons déterminer un premier joueur de façon aléatoire. Il va récupérer le marqueur premier joueur. Ensuite, dans l'ordre inverse du tour de joueur, donc on commencerait par le dernier joueur. Chaque joueur aura la possibilité d'aller recruter un des personnages qui est présentement visible sur le plateau central gratuitement et va pouvoir avoir les bonus qui sont dans le bas juste ici. Alors c'est comme si on recrutait dans ce cas-ci l'architecte que je vais récupérer. Immédiatement, celle-ci me donne une provision et à partir de maintenant, j'ai toujours le pouvoir qui est actif dans le bas ici. Cette icône fait référence à l'action de développement. Donc à chaque fois que je vais décider de développer, je vais pouvoir toucher une provision supplémentaire. Cette carte doit donc être placée près de mon plateau pour que je puisse me souvenir de mon avantage qui est passif pour toute la partie. Une partie de Paladins du Royaume de l'Ouest se déroule en 4 manches et au terme de cette 7e manche, le joueur avec le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur. L'icône représentant les points sont les petites bannières dorées qu'on retrouve à plusieurs endroits sur notre plateau, mais qu'on retrouvera également sur certaines cartes que nous allons récupérer en cours de partie. À notre tour, différentes options s'offrent à nous. Nous allons en résoudre une seule par le biais d'un mécanisme de placement d'ouvriers. Alors nous allons pouvoir venir apposer nos ouvriers dans les emplacements correspondants que je vais vous expliquer dans quelques instants. Lorsque c'est fait, c'est à notre adversaire de jouer son tour et nous allons continuer comme ça en faisant le tour de la table jusqu'à ce que ça revienne à nous de jouer. À ce moment-ci, on pourra réaliser une nouvelle action, activer un nouveau lieu avec le nombre d'ouvriers de notre choix et nous allons continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur décide de passer. Lorsqu'il passe, il ne peut plus effectuer d'action pour la manche actuelle. Lorsque tous les joueurs ont passé, eh bien on va faire tout simplement une petite phase de ménage de notre plateau, de réinitialisation et par la suite, on se prépare pour la prochaine manche et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Au début d'une manche, nous devons tout d'abord dévoiler la nouvelle carte, soit d'ordre du roi ou de faveur du roi. Dans ce cas-ci, au début de la partie, nous l'avions déjà fait. C'est un ordre ou plutôt un objectif de fin de partie. Dans ce cas-ci, nous le savons puisque la carte est dévoilée et que c'est imprimé sur le plateau central que le roi va accorder 4 points de victoire à la fin de la partie pour tous les joueurs qui ont fait l'action d'absolution, juste ici avec les vases, 5 fois à la fin de la partie. Alors c'est un incitatif tout simplement pour nous pour aller retirer au moins 5 vases de cette action. Une fois que ceci est fait, nous pouvons dévoiler les cartes taverne comme nous l'avons déjà fait pendant la mise en place parce que ça n'a pas vraiment d'impact. Par la suite, les joueurs vont récupérer leur paquet de cartes paladins. On se souvient qu'ils ont tous les mêmes cartes, mais qui ne sont pas nécessairement dans le même ordre puisque les paquets ont été mélangés. On doit donc chacun en même temps en piocher 3 que nous allons pouvoir consulter secrètement. Ces paladins nous indiquent 3 informations très importantes. Premièrement, 2 ouvriers de certaines couleurs auxquels nous pourrons avoir accès pendant cette manche. Par la suite, des valeurs temporaires de bannières, alors qui représentent tout simplement les 3 différentes bannières ici qu'on peut faire progresser sur notre piste. Il y a entre autres la puissance, la foi et je crois la valeur. Donc ici, lorsqu'on réussit à avancer notre bannière, ce sont des points permanents, alors que ces paladins vont nous donner des avancements temporaires que nous n'allons pas marquer sur notre piste, mais à laquelle nous pourrons les additionner. Donc, par exemple, ici,
3 points de foi et un point supplémentaire temporaire de puissance. Et finalement, dans le bas de chacune de ces cartes, des pouvoirs passifs qui seront actifs tant et aussi longtemps que la carte sera visible. Par contre, voici l'un des premiers choix qui s'offre à nous, c'est que le joueur à son tour doit choisir l'une de ces cartes qui va être active pendant le tour. Par exemple, ici, on pourrait décider de prendre Angelier, qui serait notre paladin actif. Dans ce cas-ci, je vais le placer face cachée. Par la suite, avec les deux cartes qui nous restent, nous allons en choisir une qui va retourner sur le dessus du paquet, qui pourra donc revenir lors de la prochaine manche. Et la dernière carte, celle de notre choix, va retourner complètement sous le paquet. Alors, c'est-à-dire qu'il est fort possible que nous ne la revoyons pas avant la fin de la partie ou peut-être même pas du tout, tout dépendant à quel moment nous allons la placer. Une fois que ça a été fait par tous les joueurs et que tout le monde a choisi l'emplacement de ces cartes, en commençant par le premier joueur, nous allons dévoiler nos cartes paladins. Nous allons récupérer les ouvriers qui y sont indiqués. Alors, ces ouvriers seront disponibles pour travailler à notre compte. Et par la suite, nous allons également choisir l'une des 3 cartes taverne qui étaient au milieu de la table. Par exemple, je pourrais choisir celle-ci. Chacune des cartes taverne a 4 ouvriers. Lorsque la carte taverne a été choisie par un joueur, on peut la retourner, tout simplement pour indiquer aux autres qu'elle a été récupérée, qu'elle n'est plus disponible. Donc, tous les joueurs vont récupérer 6 ouvriers comme ça en début de chaque manche. Il sera possible entre les manches d'en garder, d'en sauvegarder pour plus tard, mais on aura toujours un revenu, si on veut, de 6 ouvriers avec lesquels on pourra travailler en cours de manche. À tout moment, si un joueur récupère dans n'importe quelle circonstance dans la partie un criminel, donc un petit travailleur violet, que ce soit avec l'action de conspiration, des faveurs de certaines cartes, certains personnages, ou avec les cartes de taverne, eh bien, ce personnage est immédiatement actif, il vient travailler avec les autres, mais pour chaque criminel qu'on embauche, on doit récupérer une carte louche ou de suspicion. On doit la consulter. Dans ce cas-ci, ce sont 2 pièces que nous allons récupérer directement de la réserve de taxes que je vous ai montré lors de la mise en place. Par contre, il serait possible également de récupérer une seule pièce ou même 0, rien du tout. Alors, ce sont des pièces que nous allons voler de la réserve de taxes qui vont venir s'ajouter à notre réserve personnel, mais nous allons également conserver ces cartes dans le petit emplacement qui est juste ici au bout de mon plateau, et ça aura un impact très néfaste et dangereux en cours de partie si je ne m'en débarrasse pas rapidement. À son tour, le joueur a 2 choix. Il doit décider s'il désire effectuer une action sur son plateau individuel ou s'il désire passer. Dans l'éventualité où il désire passer, eh bien, il se retire complètement de la manche actuelle. Dans l'éventualité où est-ce que le joueur désirait effectuer une action, eh bien, il doit récupérer un nombre d'ouvriers de son choix, mais les placer dans un seul des lieux où il peut effectuer une action. Alors, nous avons les actions de gauche, par exemple, développement, la chasse, les échanges commerciaux, la conspiration, la prière et le recrutement. S'il choisit un lieu, eh bien, pas de problème, il va pouvoir placer les ouvriers dans ce lieu, mais par exemple, s'il décide d'en placer seulement un, dans ce cas-ci, eh bien plus tard, il ne peut pas revenir et combler l'emplacement manquant. On remarque que certains emplacements ont des petites flèches vers le bas, indiquant qu'il est possible de placer soit un seul ouvrier et de récupérer la récompense qui est juste en dessous, ou il serait possible d'en placer 2 en respectant certaines couleurs
dont je vais parler dans quelques instants, pour toucher parfois une combinaison des récompenses ou parfois une récompense plus intéressante. Certains emplacements n'ont aucun symbole dans le bas des ouvriers. Dans ce cas-ci, on doit absolument remplir tous les emplacements disponibles pour effectuer l'action. Je vais donc regarder avec vous, pour commencer, les actions qui composent la partie gauche de notre plateau individuel, qui sont les principales façons de récupérer des ressources et de préparer notre machine à faire des points. Juste ici, nous avons l'action de développement. Alors, c'est une action qui nous demande absolument d'avoir 2 ouvriers. Par contre, ces ouvriers peuvent être de n'importe quelle couleur. Ça n'a pas d'importance. Alors, je pourrais décider de placer ces 2 ouvriers juste ici. Donc, mon critère est presque complètement respecté. Je dois par la suite dépenser 4 pièces d'argent. Alors, on imagine que je les paye. Pour obtenir le bénéfice suivant, retirer la première petite maisonnette disponible à gauche de la piste, récupérer immédiatement le bénéfice qui est en dessous. Dans ce cas-ci, un petit paysan vient s'ajouter immédiatement à ceux qui sont disponibles. Alors, je pourrais l'utiliser dans ce tour-ci et je vais pouvoir placer ma maisonnette plutôt sur l'un des emplacements de droite de mon plateau central. Alors, vous remarquez ici dans la zone de commission que nous avons certains emplacements avec des petits pointillés. Je dois toujours commencer par combler l'emplacement le plus à gauche. Alors, je vais placer ma maisonnette juste ici. À quoi ça me sert? Eh bien, présentement, effectuer l'action de commission va me coûter un ouvrier de moins au total. Au lieu de 3, je vais en avoir besoin de seulement 2. Et en plus, on enlève la restriction d'un ouvrier vert absolument. Alors évidemment, il y a tout plein d'ouvriers qui sont cachés sous ces maisonnettes, mais en plus des possibilités de faire des points en fin de partie. Nous avons également l'emplacement de la chasse. Alors, emplacement bien simple qui va nous permettre de récupérer des provisions. Il est possible de placer un seul ouvrier ici, peu importe sa couleur, pour aller récupérer une provision supplémentaire. Par contre, advenant le cas où ce serait mon choix, je ne pourrais pas venir remplacer un autre juste ici lors d'une action subséquente. Alors, si tel est mon choix, je dois l'assumer. Par contre, si je décide lors de mon action de venir placer ces 2 ouvriers, et on remarque qu'ici, je dois absolument respecter la restriction d'un ouvrier vert, dans ce cas-ci, eh bien, je peux toucher la somme totale, soit 3 provisions. Ici, même principe avec un ouvrier bleu pour toucher des pièces d'argent. Nous avons ensuite ici l'action de conspiration. Je peux donc envoyer n'importe quel ouvrier effectuer cette action et il va revenir. En fait, c'est comme si je transformais ce pauvre ouvrier en criminel sans foi ni loi. Alors, je vais donc récupérer le criminel qui va être disponible dans le même tour, mais n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on récupère un criminel, on doit également récupérer une carte de suspicion, qui est très risquée, mais qui peut nous donner de précieuses pièces de monnaie que nous pourrons utiliser prochainement. Nous avons l'action de prière qui doit absolument être effectuée par un religieux, un ouvrier noir, juste ici, ce qui va me coûter 2 pièces d'argent pour choisir un lieu, n'importe lequel, sur mon plateau où j'ai déjà des travailleurs, les retirer, envoyer ceux-ci dans la réserve. Donc maintenant, je viens de libérer, je viens d'échapper un pauvre ouvrier par terre, je viens de libérer l'emplacement qui était barré pour le restant de la manche et je pourrais alors y retourner une seconde fois dans une action subséquente. Alors ça, c'était l'action de prière. Et finalement, nous avons l'action de recrutement dont je vais vous parler un peu plus près en regardant la piste des citoyens. La première chose que je vais vous faire remarquer, c'est que si on place un seul ouvrier, nous allons envoyer le personnage en quête à quelque part, alors que si on place 2 ouvriers, dont un rouge pour le deuxième emplacement, nous allons pouvoir recruter le personnage de la même façon que nous avions récupéré l'architecte en début de partie. Donc, si je décide d'effectuer la première action qui était celle d'envoyer l'un de ces personnages en quête, eh bien, je dois
tout d'abord sélectionner quel personnage je veux envoyer en quête. Nous avons des coûts associés aux cartes qui sont imprimées juste ici. Donc l'acolyte présentement est gratuit, je pourrais le récupérer gratuitement, alors que la missionnaire juste ici me coûterait 2 pièces d'argent. Pour ce qui est des 2 dernières cartes ici, nous avons le choix de payer en pièces d'argent ou de récupérer à la place une dette. Alors les dettes sont ces cartes que nous avions mises en place en début de partie. Ces dettes, si elles ne sont pas remboursées à la fin de la partie, nous ferons perdre 3 points. Par contre, si on trouve un moyen de les rembourser, nous pourrons déchirer la dette. Attention, je ne vous dis pas de faire ça avec vos rapports de taxes et d'impôts. On est dans un jeu ici. Alors, cette dette déchirée rapportera 1 point de victoire en fin de partie. Donc, je pourrais décider de récupérer une dette pour récupérer cette carte-ci, par exemple, gratuitement. Donc, si je décide d'effectuer l'action de l'envoyer en quête, eh bien, je vais consulter la partie dans le coin supérieur gauche de la carte juste ici avec le X qui est le même petit symbole qu'on retrouvait sur notre plateau individuel et je vais immédiatement toucher la récompense. Dans ce cas-ci, c'est 2 pièces que je vais retirer de la zone de taxe, la réserve de taxe on va y revenir, cette fameuse réserve de taxe, dans quelques instants, à quoi elle sert. Alors, même principe, si je récupère la missionnaire et que je l'envoie en quête, eh bien, ma bannière sur la piste de foi va augmenter d'un emplacement. Alors, immédiatement, lorsqu'une carte est récupérée, on laisse le trou vacant comme ça. Elle n'est pas remplacée, les cartes ne vont pas glisser immédiatement. On fera ça plus tard. Donc ça, c'était la première possibilité. La seconde option qui s'offre à nous, c'est que plutôt que d'envoyer le personnage en quête, eh bien, on désire le recruter. C'est le symbole du petit plus vert. Dans ce cas-ci, on est encore esclave des coûts qui sont imprimés sur les emplacements. Une fois que nous avons payé pour récupérer la carte, certaines d'entre elles vont nous donner immédiatement un petit bonus, des ressources ou quoi que ce soit, des avantages moindres que ceux-ci tout de même, mais immédiats, c'est ce que l'éclair indique. Donc dans ce cas-ci, je récupère une provision et nous allons placer cette carte adjacente à notre plateau individuel pour nous rappeler que nous avons toujours accès à ce pouvoir de façon passive à partir de maintenant. Dans ce cas-ci, à chaque fois que je fais l'action de conversion, eh bien, je vais toucher également une provision. Parlons donc de cette fameuse réserve de taxes dont je vous parle depuis le début de la mise en place. Donc il y a 2 façons de récupérer des pièces d'or, soit à partir de la réserve générale, donc ce sont des pièces qu'on récupère de façon honnête, entre autres avec l'action d'échanges commerciaux sur notre plateau individuel. Les autres pièces que l'on récupère ici sont souvent récupérées, disons tout simplement de façon plus imaginative, bref, illégale. Alors, lorsqu'on récupère des pièces de la réserve de taxes, ils s'ajoutent à notre réserve personnelle, tout simplement. Lorsque la dernière pièce de la réserve est récupérée ou volée, immédiatement on arrête l'action qui est en cours et on doit résoudre l'inquisition. Alors, l'inquisition, c'est que nous allons consulter le nombre de cartes suspicion de tous les joueurs. Nous allons les comparer. Alors, si dans ce cas-ci, un joueur a une seule carte suspicion et l'autre en a 3, eh bien, on doit trouver le joueur qui en possède le plus. Dans ce cas-ci, ce serait nous. Le joueur en question va immédiatement récupérer une dette. Alors, une petite contravention pour le trouble dans lequel il s'est empêtré. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir défausser la moitié des cartes suspicion qu'il a en sa possession, mais arrondi à la baisse, dans ce cas-ci, eh bien, on pourrait se débarrasser d'une seule des cartes qui est envoyée dans le lieu correspondant au plateau central. Et par la suite, chacun récupère ses cartes restantes. On devra alors remplir le lieu de taxe
juste ici, avec le nombre de pièces indiquées selon le nombre de joueurs autour de la table. Je vous parle maintenant des emplacements de la partie droite de notre plateau individuel. Donc, ce sont les emplacements qui vont vous permettre de mettre en place une situation dans laquelle vous allez pouvoir marquer des points de victoire en fin de partie et également profiter des différentes pistes de bannières, des 3 différentes couleurs, la piste de foi, de force militaire et d'influence. La piste bleue était la piste d'influence et non pas de vertu, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est indispensable de comprendre comment ces emplacements fonctionnent, bien que oui, il y ait l'idée de placement d'ouvriers, on doit comprendre le symbole qui est ici. En fait, chacune de ces pistes nous indique quelle bannière est importante pour effectuer l'action et quelle bannière est-ce que ça nous donnera comme bénéfice. Alors, dans l'exemple de l'action de commission que nous allons commencer à regarder immédiatement, eh bien, la première chose qu'on doit vérifier, c'est est-ce que j'ai les ouvriers nécessaires pour remplir les emplacements qui sont visibles. Dans ce cas-ci, eh bien, je pourrais placer 2 ouvriers comme ceci. Et à partir de ce moment, je vais regarder est-ce que j'ai également les restrictions qui sont demandées ici. Pour effectuer l'action commission, je dois consulter l'emplacement de ma bannière noire, donc l'emplacement de ma bannière qui fait état de mon niveau de foi. Alors présentement, mon niveau de foi permanent est à 3, mais nous ajoutons à cela un niveau temporaire de 1, ce qui m'amène à un niveau de 4. Si on continue le même exercice avec les autres bannières, juste pour être certain qu'on a bien compris, j'ai un niveau permanent de puissance militaire de 1 auquel on ajoute ma puissance temporaire. Ça m'amène également à 4 et mon influence malheureusement est à 0 et je n'ai rien qui l'augmente pour l'instant. On revient donc à notre action de commission et on se souvient que notre niveau actuel de foi est 4. Donc, ce que je peux faire maintenant, j'ai pris connaissance de mon niveau de foi, j'ai placé mes ouvriers, je vais récupérer le premier petit moine qui est juste ici et sous chacun de ces moines, nous avons la bannière correspondant aux bénéfices que nous allons toucher une fois que l'action sera complétée. On a également un coût en provision pour ce qui est des moines. Les 3 premiers et on peut seulement en placer un à la fois, mais chaque moine que je vais déployer me coûtera un sachet de provisions comme ceci. Alors, je récupère le moine correspondant et je vous amène au plateau central. Nous allons donc pouvoir déployer notre moine sur l'un des emplacements des différents districts du royaume qui se situe juste ici. Mais dans quel district est-ce qu'on peut déployer notre moine? Eh bien, c'est ça qui va dépendre de notre niveau de foi. Nous avons donc des petits indicateurs juste ici, noirs puisque c'est ceux qui nous intéressent pour l'instant. Donc, si on désire déployer notre moine dans le district juste ici au départ, qui sont des actions ou des bonus moins intéressants, ça nous demande 0. On est à 4, on peut aller plus loin. Ici, un niveau de foi de 2, mais on est à 4, on peut aller encore plus loin. On pourrait donc se rendre jusqu'au district. Ici, je vais donc prendre mon moine, le placer dans n'importe quel emplacement qui est libre, mais qui n'est pas non plus bloqué selon le nombre de joueurs. Je pourrais par exemple décider de venir le placer juste ici et je vais récupérer le bénéfice qui est en dessous. Dans ce cas-ci, ce serait un ouvrier supplémentaire de couleur bleue qui vient s'ajouter à ceux qui sont actifs pour moi lors de mon tour. Et dès qu'une bannière, peu importe sa couleur, est dévoilée, et ça va arriver dans différentes actions, on doit immédiatement augmenter la valeur de cette bannière de 1 sur notre piste permanente. Donc, ma valeur d'influence qui était jusqu'à maintenant à 0 va augmenter pour atteindre un seuil de 1. La prochaine action spéciale est celle de fortification. Alors,
Comme d'habitude, on doit remplir les emplacements qui sont indiqués juste ici avec les couleurs requises. Par la suite, on peut effectuer l'action de fortification qui nous demande d'abord de consulter la piste d'influence de notre plateau pour éventuellement récupérer les avancements sur la piste militaire. Alors présentement, notre influence est de 1. Nous allons comparer cette valeur aux emplacements juste ici dans le haut de notre plateau, à savoir que nous devons toujours compléter ces emplacements de la gauche vers la droite. Donc pour construire notre fortification, notre première partie de notre forteresse, il nous est demandé d'avoir au moins une influence de 0, c'est le cas, et de dépenser une provision. Par la suite, nous allons piocher la première carte de construction de chantier que nous allons dévoiler et placer juste ici. Alors, cette carte représente la première partie de notre forteresse. Nous allons immédiatement toucher les bonus qui sont dévoilés. Il y en a tout plein. Ça peut être des points pour la fin de partie, certains ouvriers auxquels on a accès immédiatement. Dans tous les cas, vous allez avoir toujours au moins un avancement militaire permanent que je vais marquer sur la piste immédiatement, mais il y a d'autres avantages comme par exemple le choix entre payer une dette ou récupérer 2 pièces d'or et d'autres choix. Donc par la suite, si je décide d'effectuer encore l'action de fortification, ça me coûtera une provision, mais également avoir un niveau d'influence au moins de 1, par la suite de 3, puis de 5 et ça continue comme ça. Vous ne descendez jamais la valeur de vos bannières sur la piste permanente. Alors une fois que votre bannière a augmenté, jamais elle ne va descendre. Alors ceci n'est pas un coût et ça c'est valable pour toutes les actions que je suis en train de vous expliquer. La prochaine action spéciale est celle de garnison. Alors on doit toujours respecter les ouvriers nécessaires pour effectuer l'action. On consulte tout d'abord notre valeur ou notre emplacement pour la piste militaire. Présentement, on a une valeur de 2. Et éventuellement, nous allons récupérer des avancements sur la piste de foi. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est récupérer le premier avant-poste qui est situé juste ici. De la même façon que les moines, on a un coût qui est demandé, une provision pour les 3 premiers. Donc, je paierai une provision. Immédiatement, puisque je viens de dévoiler une bannière, je vais augmenter la valeur permanente de ma foi, ce qui me fait passer à 5. Et de la même façon que nous avons déployé nos moines un peu plus tôt, je vais pouvoir déployer mon avant-poste dans un des districts du royaume dont la puissance militaire est égale ou supérieure à mon niveau actuel. Donc présentement, mon niveau de puissance permanent est de 2. Par contre, j'ai une augmentation de 3 temporaire grâce à ma carte paladin, ce qui pourrait m'emmener jusqu'à 5. Je pourrais donc placer mon avant-poste juste ici, par exemple, pour récupérer 2 pièces d'or. Je vous parle de l'action d'absolution. On se souvient que ça fait partie des objectifs de fin de partie, des ordres du roi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Une fois qu'on a rempli les emplacements, on consulte l'emplacement permanent à la valeur de notre influence. Alors, présentement, par exemple, on serait à 1. On sait que nous allons récupérer les avancements sur la piste de foi en faisant cette action. Nous avons des vases, on doit toujours les libérer de la gauche vers la droite. Le chiffre qui est indiqué sur ce vase fait référence à la valeur minimum de la piste d'influence qui est nécessaire pour déplacer le vase. Alors présentement, ma valeur d'influence est de 1. Pour déplacer le premier vase, je dois avoir une valeur d'influence d'au moins 0. Alors c'est correct pour l'instant. Et je dois dépenser une pièce d'argent. Voilà, c'est fait. Je peux par la suite récupérer mon vase, immédiatement augmenter la valeur de ma piste de foi de façon permanente et je vais venir suivre la flèche, placer ce vase sur n'importe quel emplacement qui est ici et toucher le bonus correspondant. Ça peut être des ouvriers, ça peut être une action de prière gratuite qui me permet de libérer complètement n'importe quel lieu qui a déjà été activé. Ça peut être de toucher des provisions, avancer davantage sur la piste. Alors, je vais récupérer par exemple un avantage et peu importe mon choix, je vais toujours pouvoir me débarrasser d'une carte suspicion parce que
Nous allons absoudre de ses fautes n'importe quel criminel. La prochaine action est celle de l'attaque. Souvenez-vous que les paladins que vous avez activés le sont pour la manche au complet, incluant évidemment leur pouvoir passif. Alors, chacun de ces paladins va viser une action en particulier et va la rendre plus efficace ou plus puissante. Dans ce cas-ci, une attaque normale nous rapporte les avantages de la carte ou de l'étranger qu'on décide d'attaquer. Je vais revenir dans quelques instants, mais puisque notre paladin Angelier est actif présentement, nous allons toucher un bonus supplémentaire. Donc, nous allons récupérer 2 pièces d'argent, peu importe le résultat de l'attaque ou la carte que nous décidons de prendre pour cible. Ça va toujours nous donner 2 pièces d'argent supplémentaires à chaque fois que nous allons résoudre cette action dans cette manche. Donc ici, on consulte la valeur de notre piste militaire. Nous allons remplir les emplacements correspondants et ça nous permettra d'avancer sur la piste d'influence. Alors, je vous amène au plateau central pour vous expliquer la suite. Pour effectuer une attaque, on doit donc consulter notre piste militaire. Présentement, notre valeur permanente est à 2. On y ajoute une valeur temporaire de 3, ce qui nous amène à 5. On doit donc consulter les valeurs rouges qui sont imprimées juste ici. Il y a d'autres cartes qui continuent jusqu'à une valeur de 11 vers la droite. Donc présentement, on peut prendre pour cible n'importe quelle de ces 3 cartes-ci. Si on décide d'attaquer une cible ou un étranger dont la puissance est plus grande que notre valeur actuelle, eh bien, on peut le faire en payant des pièces d'argent. Donc, une pièce d'argent va temporairement diminuer la défense de notre cible de 2. Alors, celle-ci deviendrait une cible de niveau 5 ou va temporairement augmenter notre puissance de 2. Ça revient au même. Donc, en défaussant une pièce d'argent, maintenant, je pourrais prendre pour cible n'importe quelle de ces 4 cartes. Par la suite, une fois que j'ai choisi la carte correspondante, par exemple celle-ci, eh bien, je vais immédiatement toucher les bénéfices près de la petite éclair qui est juste ici. Dans ce cas-ci, je vais augmenter mon influence de 1, je vais pouvoir me débarrasser d'une carte suspicion et je vais pouvoir toucher un ouvrier bleu qui sera disponible immédiatement. Je garde cette carte et en fait, c'est seulement la partie du haut qui nous intéresse et non pas la partie du bas. Je garde cette carte près de mon plateau, face cachée, parce qu'en fin de partie, il est possible d'avoir des cartes que, au lieu d'avoir attaqué, nous allons avoir converti, on y reviendra dans la prochaine action, et ces cartes vont nous donner des points selon différentes configurations ou circonstances. Dans ce cas-ci, on aurait un point de victoire pour chaque carte que nous avons attaquée qui porte ce symbole. Alors les cartes ont des symboles ici qui représentent leur allégeance. Alors ça peut devenir pour nous un objectif de terrasser seulement certaines cartes bien précises. Alors on garde ça près de notre plateau, face cachée. Et finalement, nous avons l'action de conversion. Donc, on remplit les emplacements qui nous sont demandés. On consulte l'emplacement actuel de notre foi. Nous allons pouvoir récupérer éventuellement des avancements en puissance militaire comme ceci. Et les gens que nous allons pouvoir convertir, ce sont les étrangers, les intrus qu'on vient de mentionner. Donc, il est possible de soit les attaquer ou de les convertir. Et ça va fonctionner sensiblement de la même façon. On consulte notre valeur de foi. Imaginons qu'on est à 4 et nous allons cette fois-ci consulter les marqueurs de foi. On ne peut pas augmenter, contrairement aux attaques, notre valeur de foi. Donc, ce sont les 3 cartes qu'il serait possible de convertir. Je dois en récupérer une et je dois m'assurer que je peux payer le coût nécessaire pour sa conversion. Donc, dans le bas de notre plateau individuel, nous avons des emplacements comme ceci dont nous n'avons pas encore parlé. Ce sont les emplacements où nous allons éventuellement venir insérer les cartes des personnages que nous avons convertis. Par contre, ceux-ci ont des coûts qui deviennent de plus en plus élevés. Alors, jusqu'à 3 pièces d'or pour les dernières cartes. Donc, lorsque nous décidons d'effectuer une conversion, on doit s'assurer qu'on peut payer le coût pour le nouvel emplacement et on va insérer la carte. On peut le faire complètement comme ça parce que seulement la partie du bas va nous intéresser pour ce qui est de l'action conversion. Donc, lorsqu'on convertit
l'un de ces étrangers, nous allons immédiatement toucher la récompense qui est juste ici, près de l'éclair, parfois 2 avancements militaires, sinon un assurément pour chacune des cartes. Et l'emplacement juste ici nous indique qu'en fin de partie, nous avons une nouvelle circonstance pour marquer des points. Ce peut être des points pour le nombre d'actions d'absolution que nous avons effectuées, le nombre de personnages avec cette allégeance que nous avons décidé d'attaquer, selon les différents objectifs que nous avons réussi en fin de partie, le nombre de avant-postes que nous avons déployés. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Nous venons de regarder ensemble toutes les actions de notre plateau individuel. Et donc, je vous rappelle que lors d'un tour, le joueur va décider soit d'activer l'une de ces actions ou de passer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un joueur décide de passer son tour? Eh bien, premièrement, il ne peut plus effectuer la moindre action tant que la manche n'est pas terminée. Il va ensuite se débarrasser de tous les ouvriers qui ont été utilisés sur son plateau. Ceux-ci sont retournés à la réserve générale et le joueur peut décider de sauvegarder ou de garder en réserve des ouvriers qui n'ont pas été utilisés pour la prochaine manche. Par contre, s'il désire effectuer une telle action, eh bien, il ne peut en sauvegarder que 1 à 3. Alors, il serait possible d'en sauvegarder 2 ou même 3, ou même 1, ou alors 0 s'il décide de les utiliser dans la manche actuelle. Et nous allons, une fois que nous avons passé, attendre que tous les joueurs autour de la table aient passé, et nous allons maintenant procéder à la phase de ménage. Il y a donc 4 petites manipulations à effectuer lors de la phase de réinitialisation. La première, c'est de regarder la piste des habitants. Si la carte la plus à droite, celle qui est gratuite, n'a pas été récupérée, on l'enlève, on la défausse, on fait glisser tout le reste et on en dévoile de nouvelles. On fait la même chose avec la piste des intrus ou des étrangers. Si la première carte a été récupérée, on n'en défausse pas de supplémentaire, on fait simplement que les glisser et nous allons en dévoiler de nouvelles juste ici. Par la suite, nous allons récupérer toutes les cartes taverne qui avaient été utilisées ou non pendant la partie. Nous allons préparer les prochaines et nous allons également récupérer les ouvriers qui auraient été éventuellement placés sur les cartes de faveur de cette façon. Parce que oui, éventuellement, nous aurons des emplacements qui seront disponibles de façon commune pour les joueurs, juste ici, qui vont fonctionner de la même façon que nos plateaux personnels. Les joueurs vont pouvoir venir y apposer leur ouvrier. À partir de maintenant, cet emplacement-là est indisponible, mais à la fin de chacune des manches, nous allons enlever ces ouvriers et ceux-ci vont redevenir disponibles. On continue comme ça jusqu'à la fin de la partie et au terme de la 7e manche, on va procéder au décompte final. En fin de partie, on marquera des points pour différentes choses. Tout d'abord, tous les joueurs qui ont réussi les ordres du roi vont marquer les points qui sont imprimés sous ces cartes sur le plateau central. Dans ce cas-ci, c'était un objectif qui nous donnait 6 points si on faisait 5 fois l'action de conversion. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, 5 personnages qui ont été convertis. On marquerait donc les points correspondants. Nous allons marquer les points correspondant aux emplacements que nos bannières ont atteintes. Par la suite, si nos actions développement nous ont permis d'atteindre des bannières de points, les dettes que nous avons récupérées en cours de partie peuvent soit nous faire perdre des points ou nous en faire gagner selon les circonstances qui se sont passées en cours de partie. Pour chaque lot de 3 provisions ou 3 pièces d'or, nous allons marquer 1 point de victoire supplémentaire. Additionner à ça également les emplacements commission si on s'est rendu aux bannières à la fin de la piste. Même chose pour les avant-postes. Nous avons ajouté à ça les fortifications juste ici. Alors si on s'est rendu jusqu'aux emplacements qui vont attribuer des points de victoire, on ajoute à ça la pièce d'absolution juste ici avec les points de victoire correspondants. Et finalement, les conversions qui seront des circonstances particulières pour marquer des points en fin de partie. Et au terme de ce grand décompte, le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire est déclaré
grand vainqueur. Alors voilà, c'est tout pour les règles complètes de Paladin du Royaume de l'Ouest. Comme vous le constatez par vous-même, c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe et riche en opportunités que ses prédécesseurs, que ses grands frères l'étaient avant lui. Donc n'hésitez pas, si vous y avez déjà joué, à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Quelles sont vos impressions? Si vous n'y avez pas encore joué, quelles sont vos impressions après avoir écouté cette vidéo? N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne parce que dans les prochains jours, je voudrais vous partager ma critique du jeu une fois que j'aurai joué de plus amples parties dans différentes configurations. Et finalement, n'hésitez pas à nous envoyer un pouce vers le haut. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.